Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, Serigne Mamadou Lamine Laye est le nouveau calife des Layènes. Son prédécesseur Mamadou Makhtar Laye est décédé la nuit dernière. Sa discrétion et sa culture magnifiées par toute la communauté layène. Rapport annuel de la médiature de la République, 271 réclamations dont la majorité concerne le foncier urbain. Le document a été présenté à la société civile. Rencontre sur le financement des soins de santé. Au Sénégal, les ménages supportent 55% des soins de santé primaires contre 15% pour l'État. Les détails dans cette édition. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Décédé la nuit dernière, Serigne Mamadou Makhtar Laye a été inhumé tôt ce matin à Yoff. La Oumma islamique perd un homme doté d'une grande culture selon les témoignages recueillis. Abifay. C'est tôt le matin que les fidèles ont investi ce lieu spirituel. Suite au rappel à Dieu du Khalife général Serigne Mohamedou Makhtar Laye, seuls les zikrs se font entendre. Chacun entre en connexion avec son créateur. Un long fil s'est constitué pour visiter le nouveau mausolée du défunt Khalife. La tristesse se lit sur tous les visages et les disciples se remettent à Dieu. Il était un bon guide spirituel avec une générosité énorme. Il ne faisait pas de distinction entre les tariqa. Il était tout pour nous. Aujourd'hui, nous nous sommes réveillés dans la tristesse. Mais nous rendons grâce à Dieu. Il était quelqu'un de très discret, très pieux, qui rendait toujours grâce à Dieu. Un grand savant. C'est une lourde perte pour le Sénégal et toute la Oumma islamique parce qu'il n'a pas duré au khilafa. Il a su raffermir les liens avec toutes les confréries dès son installation. Ils sont venus de toutes les localités du pays. Le décès de Mame Boudou Laye laisse un grand vide à Yoff Djamalaye. Qu'Allah l'accueille dans son paradis et lui accorde sa grâce. Nous prions aussi pour le nouveau calife afin que le bon Dieu lui accorde une longue vie à la tête de la communauté. Nous rendons grâce à Dieu et nous implorons son pardon pour le défunt calife. Nous prions pour que le bon Dieu lui accorde son pardon. Qu'Allah assiste aussi son successeur. sant yàlla ci ay dogalam rek di ñaan suñu borom bi teeroo ko gën mu nekk ay njëgal ci barki Baay Laay war ma Seydina Sarr wala donc ñoo ngi teewlu bu baax yor suñu kurus di ñaan vraiment yàlla yokk ay leeram mais ñi fi des aussi yàlla oyofal yan bi ci kawam ki xam ne moo koy wut muy Mamadou Lamine. Désormais, il repose aux côtés de ses défunts parents. Le 6e calife du Mahdi est succédé au trône par Mohamed Lamine Laye, qui est aujourd'hui hors du Sénégal. Arrêtons-nous sur le portrait du défunt, sa discrétion et sa culture magnifiée par toute la communauté layène. Il était calife des Layènes depuis août 2021 jusqu'à son rappel à Dieu. Son portrait, Mame Biram Diouf. Seydina Mamadou Makhtar Laye, 6e calife des Layènes, fils de Seydina Mandione Laye, 2e calife du Mahdi, et de Yafa Tignon, était reconnu pour ses qualités humaines. Expert en télécommunications et en informatique, au-delà de sa maîtrise de l'islam, il était donc à la tête de la communauté layène, lui qui a longtemps travaillé en France de 1977 à 1987 et au Maroc, le royaume chérifien, dans le cadre de sa formation intellectuelle. Il a eu à fréquenter l'Office national des postes et des télécommunications, actuel Sonatel, où il a servi pendant quelques années. Génie informaticien, Seydina Mamadou Makhtar Laye avait succédé, pour rappel, à Serigne Abdoulaye Thiaw Laye, décédé en 2021. Son cursus, ses séjours au Maroc et en France lui ont procuré une certaine culture et ouverture d'esprit. Il ne cessait d'œuvrer pour la paix
et la stabilité du pays. Seydina Mohamedou Lamine Laye est officiellement désigné donc nouveau khalife général des Layènes. Il était jusque-là le porte-parole de la communauté. Son portrait avec Ibrahim Akan. Seydina Mohamedou Lamine Laye devient le 7e khalife général des Layènes. Le porte-parole du défunt khalife Seydina Mohamedou Makhtar Thiaw-Laye a été désigné à Cambérène pour poursuivre l'œuvre de ses illustres prédécesseurs. Le nouveau guide spirituel de la communauté layène, né le 22 juillet 1958, est le fils de Seydina Ababakar Laye, ibn Seydina Limamou Laye. En public, Serigne Mohamedou Lamine Laye se distingue de par son foulard blanc sur la tête depuis plus de 30 ans. Chose que lui avait demandé son grand frère Mamran, 4e khalife général des Layènes. L'homme a une parfaite maîtrise du Coran, de la langue arabe, mais également du français. Il a poursuivi ses études coraniques à Yeumbeul chez Imam Mohamedou Sakhir Gaye, sorti de l'université Kharawin de Fès avant d'aller au Maroc où il a fini ses études. Le tout nouveau khalife avait déjà plusieurs responsabilités. À chaque commémoration de l'appel de Seydina Limamou Laye, c'est lui qui préside la cérémonie du premier jour à Cambérène, berceau historique de la communauté layène. C'est lui également qui préside toutes les cérémonies relatives au Gamou. Il dirigeait également les prières destinées aux défunts khalifes des Layènes, sans oublier les nombreuses conférences. Oui, vous retenez que la séance des questions d'actualité initialement prévue ce jeudi à l'Assemblée nationale est reportée au lundi 14 avril en raison du rappel à Dieu de Serigne Mamadou Makhtar Laye, khalife général des Layènes. En politique, justement, 23 députés membres du groupe Taku Walou et des non-inscrits ont introduit auprès du Conseil constitutionnel un recours en inconstitutionnalité contre la loi interprétative de la loi d'amnistie. Retenez également que les députés de l'opposition ont décidé de boycotter cette séance de questions d'actualité initialement, encore une fois, prévue demain et reportée au lundi 14 avril. Rapport sur les finances publiques, le contrôle des ressources publiques est une exigence démocratique et une nécessité économique selon le président de la Cour des comptes. Mamadou Faye s'exprimait en marge de l'ouverture de la 10e Assemblée générale de l'Association internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. Partons maintenant à Saint-Louis du Sénégal pour parler de toute autre chose, maltraitance des enfants. 3 personnes arrêtées à Saint-Louis. Elles seraient impliquées dans l'affaire de cet enfant sévèrement violenté. Les vidéos circulent sur les réseaux sociaux. Ousseynou Diop. A fait le tour des réseaux sociaux, un enfant tenu par 2 individus, battu et maltraité par son oncle. L'homme a utilisé un câble pour corriger l'enfant, âgé seulement de 15 ans. L'auteur des coups de fouet, qui se trouve être son oncle, a été arrêté dans la nuit du mardi au mercredi à 2 h du matin, dans le quartier Ndiolofène de Saint-Louis, de même que 2 autres complices qui maîtrisaient l'enfant au moment où il encaissait les coups. Le présumé auteur des services s'est servi d'un fil de câble qui a occasionné des lacérations sur le dos de l'enfant, comme le montre la vidéo qui a fait le tour de la toile. L'enfant a été pris en charge par l'AEMO et va bénéficier des soins. Selon nos sources, les auteurs de ces actes de maltraitance et de services corporels, au nombre de 3 individus, ont été interpellés et placés en garde à vue dans les locaux du commissariat central de Saint-Louis. Selon nos sources toujours, ils seront déférés au parquet au plus tard ce vendredi, après la durée légale de garde à vue. Merci Ousseynou. Rapport annuel de la médiature de la République, 271 réclamations dont la majorité concerne le foncier urbain. Le document a été présenté à la société civile. Fatima Touré. La restitution du rapport annuel présenté aux organisations de la société civile. Ces réclamations concernent principalement le foncier urbain et rural. Le foncier urbain présente, pour moi, présente moins de difficultés que le foncier rural. Parce que ce sont des acteurs qui, en cas de litige, s'appuient sur des titres. Ce qui n'est pas le cas du foncier rural, qui
qui est administrée encore par des considérations coutumières et qui, dont la gestion débouche très souvent sur des conflits malheureusement sanglants. Moi, mon souci aujourd'hui, ce n'est pas le foncier urbain. Parce que là, il y a des juridictions, il y a des acteurs qui connaissent les chemins des juridictions et qui ont des moyens peut-être d'y accéder. En milieu rural, c'est encore la coutume. C'est mon soufflement là, ainsi de suite. Et vous voyez ce que ça fait. Et je pense que c'est à ce niveau que nous devons beaucoup plus insister. Dans ce rapport, des recommandations ont été formulées concernant la gestion des comportements inciviques. Les recommandations tournent autour de ce que j'ai dit tout à l'heure. Disons le comportement incivique des citoyens dans la rue, qui entreprennent avec des motocyclettes les rues en sens inverse. Ça, vous le voyez, c'est déplorable. C'est quand même une mise en danger des citoyens que de conduire des motocyclettes dans le sens inverse. L'exécution des décisions de justice qui constituent un réel problème est aussi évoquée. Parfois, vous savez, le médiateur, avec la récurrence des réclamations, se rend compte que l'État lui-même n'exécute pas les décisions de justice qui le condamnent. C'est vis-à-vis de l'État et des organismes, disons, plus ou moins concernés par les missions du médiateur. La puissance publique doit quand même être la première à s'incliner devant une décision qui la condamne. C'est ça l'état de droit. Et le Sénégal est un état de droit. C'est donc bon pour le médiateur que de s'arrêter, de ficeler une réflexion et de la partager avec les autorités. Toutefois, le médiateur de la République salue l'engagement du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, qui selon lui est très réceptif pour un suivi rigoureux de tous les problèmes évoqués dans le rapport. Tout autre chose, le Forum civil devient partenaire stratégique de l'État pour la réussite du New Deal technologique. Cependant, pour Birahim Seck, coordonnateur du Forum, l'État doit d'abord commencer par réussir l'accès à la connexion dans le monde rural. Le voici. Nous avons constaté qu'il y a un manquement de la dissémination de la stratégie au niveau territorial, mais également nous avons constaté qu'aujourd'hui il y a un besoin, mais également de porter le plaidoyer de la sécurité numérique et de porter également le plaidoyer du discernement numérique, surtout auprès des enfants. La sensibilisation d'abord va commencer par une étude pour un peu apprécier la qualité de la connectivité dans certaines zones du Sénégal, mais également travailler sur ce qu'on appelle l'aménagement numérique du territoire, également faire des sensibilisations au niveau des clubs que nous avons mis en place, parce que le Forum civil a mis en place ce qu'on appelle des clubs d'intégrité à la citoyenneté active, qui sont des cadres d'inclusion, d'éducation, de sensibilisation des jeunes élèves. Donc nous allons essayer d'entrer en contact, surtout avec la division de la cybersécurité de la police judiciaire du Sénégal, pour essayer de voir comment ils peuvent nous accompagner pour sensibiliser les jeunes, surtout les jeunes garçons, mais également les jeunes filles, sur l'utilisation d'Internet. Mais également, la sensibilisation va porter sur les axes stratégiques du New Deal, c'est-à-dire sur la question qui est liée à la souveraineté numérique, la question qui est liée également à la digitalisation de l'administration, qui est un point important pour le Forum civil parce que ça permet fondamentalement de lutter contre la corruption, mais également de mener d'autres actions, surtout de mobilisation de ressources, surtout au plan fiscal. Mais également, nous avons porté également la sensibilisation sur ce qu'on appelle l'économie numérique. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons demandé au gouvernement de penser aux nouveaux acteurs, qu'on appelle souvent les créateurs de contenu, mais également les acteurs qui développent des activités au niveau de l'espace, qui ont leur mot à dire dans la stratégie. Au Sénégal, les ménages supportent 55% des soins de santé primaires contre 15% pour l'État, qui consacre l'essentiel du financement vers le sommet de la pyramide sanitaire pour mieux prendre en charge la santé des populations. À la base, cette inégalité doit être renversée. Voyons tout cela avec Fatoumi Toukonté. Au niveau de la pyramide sanitaire, les soins de santé primaire constituent la base. Ils concernent les maladies qui touchent en grande partie les populations. Les soins de santé primaire, c'est toutes les maladies qui sont à la base et qui touchent la majorité de la population. Pour être spécifique, quand vous prenez les MNT, les maladies non transmissibles, diabète, hypertension, maladie du cœur, mais aussi les services comme la vaccination, tout cela,
ça fait partie des soins de santé primaires. Au Sénégal, les soins de santé primaire et SSP ne répondent pas aux besoins des populations car le financement public est insuffisant. L'État ne finance pas ces soins. Ce sont les ménages eux-mêmes qui s'en chargent. L'État finance pour 15% les soins de santé primaire. Et ces 15% vont dans la coordination et dans la planification. Les 55% sont payés par vous et nous, c'est-à-dire les ménages, qui payeront 55% paiement direct. Il est temps d'inverser la tendance et l'État doit s'impliquer davantage sur ces soins de santé primaire pour soulager les populations. C'est justement qu'on inverse, que l'État décide de dire nous allons mettre beaucoup plus d'argent pour que les gens puissent se soigner, puissent accéder aux soins de santé, que ça ne soit pas un fardeau. D'où le plaidoyer en faveur des populations, afin de mettre la pression sur les gouvernants pour que le financement de la santé soit revu. Éducation, la conférence des établissements privés d'enseignement supérieur du Sénégal a répertorié 297 établissements privés d'enseignement supérieur dans le pays. La CEDEPS tenait ce matin son AG exceptionnel. Voici Dr Jean-Marie Latirsen, président de la CEDEPS avec Iboukan. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'établissements qui ont déjà les habilitations et les accréditations. Ce qui manque, qui ne l'ont pas encore, parce que l'assurance qualité c'est un processus. Ceux qui ne l'ont pas encore, on va les aider pour qu'ils puissent tout faire pour pouvoir accéder à ce niveau de qualité. Mais c'est une amélioration continue. Le conférencier l'a dit tout à l'heure, il y a au moins 70% de réussite par rapport aux habilitations et 68% pour les habilitations. Donc il n'y a pas de difficulté particulière. Maintenant, c'est un processus qui est nouveau au niveau du Sénégal. Il y a des établissements qui ont eu des agréments provisoires, qui ont eu des agréments définitifs et qui ne sont pas allés vers l'habilitation. Le ministère a un rôle à jouer de ce côté pour amener tout le monde à aller vers l'habilitation institutionnelle et l'accréditation des diplômes pour permettre aux étudiants de disposer de diplômes reconnus. Un mot sur l'actualité internationale. Le président américain annonce une pause de 3 mois dans l'application de ses droits de douane réciproques, à l'exception de la Chine, pour laquelle les taxes douanières montent à 125% immédiatement, du fait de la volonté de plus de 75 pays de négocier, a déclaré Donald Trump sur le réseau X. Un mot de sport, mettre haut sur la pelouse, le bloc d'équipe, mettre beaucoup plus de rythme dans le jeu et en plus de la précision dans le dernier geste, les meilleures options pour le Sénégal dans son match en quart de finale de la CAN U17 contre la Côte d'Ivoire, un adversaire qui présente des difficultés dans ses sorties de balles, selon les experts interrogés par Cher Sadibou Diarra, reportage. Côte d'Ivoire, actuelle meilleure attaque de la CAN U17, avec 10 buts inscrits. Le Sénégal, meilleure défense, aucun but encaissé, doit miser sur une possession de balle dynamique, avec plus de précision devant les camps. Il a dit que dans la phase de préparation, ça a été un peu trop lent, même s'ils ont corrigé pendant la deuxième mi-temps contre les Somaliens. Mais la phase de préparation prend trop de temps et elle est trop lente. Il faut vraiment, dans les 5 secondes, être dans le second secteur de jeu ou même dans la deuxième moitié de terrain de l'équipe adverse, pouvoir faire tourner le ballon dans la zone adverse en faisant un jeu répété et que les milieux arrivent à jouer ensemble. Ils combinent, ils arrivent à se retrouver ensemble pour faire une transmission efficace en éliminant les checkpoints pour les attaquants qui auront juste à faire une dernière course pour prendre la décision de frapper, de centrer, de faire un projet, ainsi de suite, si vous voulez. Donc ça, c'est une façon que nous pouvons adopter pour surprendre la Côte d'Ivoire. Les éléphantos ivoiriens, une équipe qui peut être à la peine si elle est acculée. Il faudra faire attention à cette équipe de Côte d'Ivoire qui est très offensive, qui est agressive dans le jeu, qui montre la puissance, qui donne de l'intensité et qui possède également des individualités. Vous voyez, toute une panoplie d'éléments pour faire une grande équipe. Donc, mais c'est toujours quand même une équipe qui a laissé quelques faiblesses dans sa façon parfois de sortir le ballon. Nous avons également une possibilité
de jouer dans la projection et dans la densification du couloir central pour provoquer des fautes. Derrière ça, que nous avons quand même un atout majeur en Sowi qui sait tirer vraiment les courants d'une manière assez précise. Donc je pense que c'est les points sur lesquels il faut insister, c'est couper les balles entre les lignes pour les contrer. Donc ça va être un match très disputé, mais moi je ne connais pas autre mesure en Côte d'Ivoire. Si nos garçons sont beaucoup plus concentrés et adroits devant les buts ou dans les derniers gestes pour la prise de décision, la bonne prise de décision, je pense que nous pouvons nous en sortir si nous avons de la réussite. L'adresse devant les buts, la clé du quart de finale Côte d'Ivoire-Sénégal de ce vendredi. Un chantier pour les Lionceaux depuis le début de cette CAN. Et c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.